Bonjour à toutes et à tous, je suis Chloé Gardès, journaliste chez L'Ami Liaison pour le site actualitédudroit.fr. Alors aujourd'hui, on va se replonger encore une fois sur la proposition de loi relative à la confidentialité des avis des juristes d'entreprise. Nous avons récemment reçu Jean-Raphaël Fernandez, président de la conférence des bâtonniers, afin d'avoir un son de cloche côté avocat. C'est aujourd'hui au tour des juristes d'entreprise de s'exprimer au travers du président de l'Association française des juristes d'entreprise, Jean-Philippe Gille. À noter que l'Assemblée nationale a le 30 avril dernier adopté le texte, ce qui donne un coup d'avance aux juristes d'entreprise. Alors pourquoi les juristes d'entreprise souhaitent-ils obtenir la confidentialité par rapport à leurs avis? Comprennent-ils la réaction assez négative d'une partie des avocats et que leur répondent-ils? Ces questions, nous allons donc les poser à Jean-Philippe Gille, président de l'Association française des juristes d'entreprise. Bonjour Jean-Philippe Gille, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors afin de débuter, pouvez-vous nous expliquer pourquoi les juristes d'entreprise souhaitent obtenir la confidentialité de leurs avis? Pour répondre à votre première question, je crois qu'il est important de mentionner que les juristes d'entreprise ne cherchent pas à obtenir un statut. La nécessité d'obtenir la confidentialité des avis des juristes d'entreprise relève d'abord et avant tout de l'intérêt des entreprises françaises elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord des enjeux de souveraineté, de conformité et de filière juridique au sein de notre pays. Pour éclairer cet enjeu de souveraineté, il est important de souligner que la France est en retard par rapport à l'ensemble des pays de l'OCDE. C'est très simple. À l'occasion d'un procès, par exemple entre une entreprise américaine et une entreprise française, l'entreprise américaine peut avoir accès à l'ensemble des données juridiques de l'entreprise française, y compris et surtout les avis des juristes d'entreprise, et les instrumentaliser dans le cadre des procès contre l'entreprise qu'elle cible. À l'opposé, les entreprises françaises ne peuvent pas obtenir les consultations juridiques de la société américaine qui les poursuit. Il y a donc une inégalité des armes et il est important de la rétablir. Il faut donc en terminer avec ce risque. Il y a une autre raison très importante, c'est celle de la conformité. Le législateur français et européen demande aux entreprises françaises et européennes de traiter des sujets qui précédemment relevaient de la compétence régalienne des États. Par exemple, en matière d'anticorruption. Or, il n'est pas possible d'adresser ces sujets sans pouvoir les traiter et sans risquer d'auto-incriminer l'entreprise. Il est donc nécessaire que la parole juridique soit protégée, et c'est également pour cette raison que nous souhaitons obtenir la confidentialité des avis des juristes d'entreprise. Comme le dit Anne-Marie Frison-Roche, éminente professeure spécialisée en droit et en compliance, il est illusoire d'envisager que les entreprises puissent traiter les buts monumentaux de la conformité sans confidentialité. La confidentialité est co-substantielle à la conformité. Enfin, c'est aussi un enjeu de filière, avec des directions juridiques fortes qui peuvent véritablement faire leur travail. Eh bien, nous renforçons toute la filière juridique parce que les juristes d'entreprise sont les prestataires des avocats et ont besoin de travailler avec les avocats. Et les directions juridiques sont aussi des employeurs importants et constituent des débouchés importants pour les étudiants formés en France. Il est donc capital de conserver nos directions juridiques dans notre pays. Et cette disposition, si elle n'est pas adoptée, eh bien, ouvrira la porte à une possible délocalisation ou un possible transfert des dossiers sensibles à tout le moins. Alors, on a récemment reçu Jean-Raphaël Fernandez qui a réitéré l'avis d'une partie des avocats, qui est un avis assez négatif sur cette proposition de loi. Est-ce que vous comprenez ces opinions? Permettez-moi d'abord de saluer confraternellement Maître Raphaël Fernandez, président de la conférence des bâtonniers. Nous ne partageons certes pas la même vision, mais je vais essayer de répondre au mieux à cette crainte des avocats. D'abord, comme vous l'avez dit, il est important de relativiser, parce que si une partie des avocats est opposée, il y a aussi toute une partie des avocats qui est favorable à cette proposition de loi, notamment tous les avocats qui travaillent avec les juristes d'entreprise. Je dois d'ailleurs mentionner que le barreau de Paris, qui représente la moitié numériquement des avocats de France, est favorable à la confidentialité des avis des juristes d'entreprise, que l'ACE, Avocats Ensemble, premier syndicat de France des avocats, présent partout sur le territoire, est également favorable. Donc, où est la ligne de partage en fait? Elle est davantage entre des avocats qui ont l'habitude de travailler avec les entreprises et qui comprennent très bien les enjeux, et puis des avocats qui travaillent moins avec les entreprises ou qui ont par conviction sont éloignés du monde de l'entreprise. Et là-dessus, je ne leur ferai aucun procès d'intention, simplement je les invite à lire le texte, voire à venir nous poser des questions. C'est important de rappeler, avant de venir au texte, le contexte. Il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps,
la conférence des bâtonniers, qui aujourd'hui est opposée au legal privilege, était favorable au legal privilege contre l'avocat en entreprise. À cette époque, pas si lointaine, je faisais partie des membres de la FJE en relation avec les représentants de la conférence des bâtonniers de l'époque, et nous avions établi un texte qui, en fait, a servi de base à la PPL d'aujourd'hui. Par ailleurs, la conférence des bâtonniers, le barreau de Paris, le CNB, étaient à la chancellerie avec les juristes d'entreprise autour de la table pour justement travailler ce texte et fixer les lignes rouges des avocats. Et ça, c'est très important parce que lors de ces discussions, clairement, il y a un compromis qui a été posé. Et ce compromis a été respecté. Pour finir, que répondez-vous à ces avocats concernant les risques qu'ils exposent, que ce soit pour leur propre secret professionnel, mais aussi concernant la protection des lanceurs d'alerte ou l'égalité devant la loi? Alors vous exposez là 3 points, il y a d'autres points d'inquiétude et il serait tout à fait intéressant d'échanger avec les avocats sur le sujet. Donc pour répondre à vos 3 questions, est-ce que cette proposition de loi porte atteinte au secret professionnel des avocats? La réponse est non. Les avocats ont un secret professionnel qui est attaché à leur personne avec des caractéristiques très spécifiques, notamment sous caractère absolu et général, alors que dans la proposition de loi, on ne vise à protéger que certains documents. Qui plus est, puisque c'est une confidentialité in rem, eh bien, il est possible de lever la confidentialité. L'avocat ne peut pas être délié de son secret. Donc on voit bien que ce sont 2 systèmes complètement différents et adaptés. Le secret professionnel de l'avocat, il est adapté à l'exercice libéral de la profession d'avocat et il n'y a aucune disposition dans la PPL qui vient toucher ce régime. Quant à la confidentialité des avis des juristes d'entreprise, c'est une confidentialité qui s'applique dans l'entreprise, pas à l'extérieur de l'entreprise. Donc, celles et ceux parmi les avocats qui pourraient croire qu'avec ces dispositions, nous allons pouvoir rendre des consultations à l'extérieur de l'entreprise, eh bien, se trompent. Et je tiens à les rassurer. Demain sera donc toujours l'avocat qui va conseiller un dirigeant d'entreprise ou un salarié de l'entreprise sur des sujets qui leur sont personnels. Le juriste d'entreprise ne peut pas le faire. De même, demain, si nous avons, nous, un deal à conduire avec une autre entreprise, la confidentialité entre le juriste de l'entreprise A et le juriste de l'entreprise B, la correspondance n'est pas couverte. Il sera donc nécessaire de recourir, comme nous le faisons aujourd'hui, à des cabinets d'avocats. Donc il n'y a pas de crainte à avoir d'une remise en cause du secret professionnel de l'avocat ou, comme je l'ai entendu dire, d'une démonétarisation du secret d'avocat. L'avocat ne peut pas exercer dans l'entreprise. Quand ils rentrent dans l'entreprise, ils ne peuvent plus utiliser leur secret professionnel. Donc il y a bien un marché, si je puis dire, qui est à l'extérieur de l'entreprise, qui est l'apanage des avocats et de l'exercice libéral. Et puis il y a un marché, j'allais dire, qui est interne, dont les avocats d'ailleurs ne sont pas exclus. Parce que les juristes d'entreprise travaillent quotidiennement avec les avocats. Il n'y a pas de concurrence, il y a bien 2 exercices, 2 réalités. Sur la deuxième question, qui est l'atteinte aux droits des donneurs d'alerte. Là encore, j'invite les personnes à lire le texte. Il n'y a aucune disposition dans la PPL qui vient changer le régime du donneur d'alerte. Je vais même plus loin. Un donneur d'alerte qui aurait accès à une consultation juridique qui, par hypothèse, contiendrait un élément frauduleux. Eh bien, je rappelle que la fraude corrompt tout, et je rappelle que le donneur d'alerte serait dans son droit s'il était devant un tribunal, puisque la confidentialité, dans ce cas-là, tomberait et le juriste d'entreprise serait poursuivi. Donc, encore une fois, il n'y a pas d'atteinte aux droits des donneurs d'alerte. Quant au risque de rupture de l'égalité des citoyens devant la loi, là encore, je suis un peu étonné. Aujourd'hui, la discrimination, elle n'est pas entre entreprises qui n'ont pas de juristes d'entreprise et les entreprises qui en ont. Pourquoi? D'abord parce que les petites entreprises, si elles ont un besoin juridique, peuvent toujours recourir à un avocat et donc se trouvent protégées. Ou alors elles n'émettent pas d'avis juridique et auquel cas la question ne se pose pas. Et aujourd'hui, en réalité, la discrimination, elle est plus entre les entreprises françaises qui ne sont pas protégées et les entreprises qui, dans d'autres pays, le sont. C'est ça la véritable discrimination, la véritable rupture d'égalité devant la loi. Donc je suis assez étonné qu'on utilise ce type d'argument. Encore une fois, je peux comprendre les craintes, mais quand on regarde le texte et quand on le confronte aux réalités, on devrait plutôt être rassuré. Et donc j'invite les avocats qui ont des doutes à nous rencontrer, à en discuter, parce que le but aujourd'hui, c'est de dépasser ce sujet et de construire une filière du droit qui soit forte en France et où les avocats ont bien évidemment toute leur place.
Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo d'actualité sur le site actualitédudroit.fr et la chaîne YouTube Actualité du droit. Merci beaucoup.